début du XVe siècle, l'Italie fut à l'origine d'un formidable mouvement artistique et intellectuel que l'on appela la Renaissance. La culture amorce un virage où l'on s'ouvre à une foule d'idées nouvelles. Art, science, religion, philosophie, tous les secteurs de la société s'enrichissent de cette révolution culturelle qui contient en germe les grandes idées du monde moderne. En France, s'inspirant du modèle italien, c'est le roi François Ier qui fera passer la société française d'une structure médiévale aux idéaux de la Renaissance. Il s'y emploiera tout au long de son règne, de 1515 à 1547. Malgré ses revers politiques et militaires, l'histoire retiendra surtout le jeune roi chevalier, triomphant à Marignan. L'histoire se souviendra du père des lettres, du protecteur des arts qui fonda le Collège royal, futur Collège de France. Enfin, l'histoire retiendra le bâtisseur. Les châteaux de la Loire resteront l'héritage le plus extraordinaire de ce roi architecte, qui donnera ainsi à la royauté un cadre digne de la haute conception qu'il en a. De grands noms tels Léonard de Vinci seront associés à ce fabuleux élan architectural du XVIe siècle. Mais nous n'allons pas traiter de l'histoire telle que nous l'entendons habituellement. Nous n'allons pas relater une succession d'événements anciens, ni même détailler la biographie du roi de France. Et si cet héritage culturel allait bien au-delà de l'expression de la vanité d'un roi mégalomane? Tout homme se pose des questions sur son avenir, s'interroge sur les grands mystères de l'existence. Mais a-t-il pensé chercher des réponses dans la matière de son passé, c'est-à-dire dans la pierre de ses châteaux? Malgré le travail effectué par les historiens classiques, de grandes énigmes restent attachées aux créations des artistes et bâtisseurs de la Renaissance. Qu'avons-nous oublié qui nous empêche de saisir les messages déposés par ces hommes du passé? Observons attentivement ce portrait du roi par Jean Clouet. À côté du visage de François Ier, on distingue une tête caricaturale ceinte d'une couronne. Est-ce une manière de nous indiquer que le roi cache une facette de lui-même? C'est cet aspect de François Ier qu'un homme tente aujourd'hui de mettre à nu. Didier Coillac est persuadé que le roi chevalier était détenteur d'un secret d'une importance colossale. Cet autodidacte passionné s'attache depuis près de 15 ans à tenter de mettre en lumière les secrets de la Renaissance. N'appartenant pas au cursus universitaire classique, les révélations soulevées par ces études ne sont donc pas actuellement reconnues. Mais laissons Didier nous présenter ce qui est sans doute l'œuvre la plus magistrale du roi François Ier. Je suis devant la façade du château de Chambord, plus de 130 mètres de longueur, et c'est toujours un plaisir renouvelé, un émerveillement d'être là, parce que on se demande ce que ce château fait là, en pleine forêt, en pleine campagne, loin de toute ville. Donc il est habituellement considéré comme un rendez-vous de chasse, mais cette hypothèse n'explique pas de nombreux mystères qui lui sont rattachés. Par exemple, pourquoi François Ier, le roi qui a bâti Chambord pendant les 32 années de son règne, pourquoi est-ce qu'il n'y est passé que 60 jours, donc très peu? Pourquoi est-ce que au départ, le site choisi était un site de marécage, ce qui bien sûr a compliqué le creusement des fondations. Chambord également est trop loin de Paris, la capitale de la France, et donc sur un plan politique, il a toujours été inutile. Et d'ailleurs, il a pratiquement toujours été inhabité. Je pense qu'il faut considérer ce château comme vraiment le symbole de la monarchie française, qui préfigure Versailles. Et mes hypothèses ou mes découvertes mènent à considérer ce château comme un palais codé, chiffré, qui livre sa teneur, son message, tout à fait rationnellement. Et en fait, toute cette affaire dépasse l'imagination.
Parmi les 8 tours du château, 4 cantonnent les coins du donjon. En pénétrant dans celui-ci, on est d'abord frappé par l'extraordinaire escalier central, probablement dessiné par Léonard de Vinci lui-même. Le plan du donjon a la forme d'une grande croix grecque délimitant 4 salles. Au 2e étage, chacune de ces salles comporte 80 caissons de plafond. Les F pour François, et les salamandres, son emblème, alternent. On observe que chaque F est ceint d'une cordelière nouée en 8. Bien que sa présence soit discrète, nous avons déjà croisé cette cordelière sur le portrait du roi par Jean Clouet. Poursuivons notre ascension. La tour-lanterne s'élève à partir du centre des terrasses. Sur les ailerons, on voit facilement des grands disques ornés d'une salamandre, animal emblématique du roi. En fait, la tour-lanterne porte 8 grandes salamandres et 8 grands F, mais les F sont presque invisibles du sol, des terrasses ou même des fenêtres. On ne voit que la tranche des disques. N'est-ce pas étonnant? Le roi de France fait sculpter 8 magnifiques médaillons très aboutis et qui portent son initiale F, et personne ne peut les voir. Pour les apercevoir, malhabilement, il est impératif d'emprunter le petit escalier de la lanterne, ce qui ne devait pas être autorisé à la légère. Le roi veut-il réserver la vision de ces 8 disques à lui seul? Curieux égoïsme, c'est un non-sens architectural. Au cours de notre brève visite, n'avez-vous rien remarqué d'étonnant? 80 caissons, des cordelières nouées en 8, les 8 grands F, les 8 grandes salamandres de la tour-lanterne, encore et toujours 8. Observons des représentations de François Ier. Sur ce portrait de Van Clèves, le roi arbore un pourpoint orné de nœuds en 8. Ici, la croupière du cheval montre des entrelacs en 8. En tant que roi de France, François Ier était le grand maître d'un ordre chevalier de l'ancienne royauté, l'ordre de Saint-Michel. Il présidait les réunions et portait le collier de l'ordre. Détail intéressant, lorsqu'il accéda au pouvoir, il modifia le collier de Saint-Michel. Il y inséra une série de 8. Le nœud en 8 est l'emblème de la famille de Savoie à laquelle se rattachait François par sa mère, Louise de Savoie. D'accord, mais cela n'explique pas la mise en scène énigmatique du 8. Retrouvons nos grands F de la tour-lanterne. En y regardant de plus près, chaque F est encadré par 4 curieux motifs. Il s'agit d'une croix papale à 3 croisillons posés sur un 8. Or, le pape Léon X avait accordé à François Ier le titre de chef de l'Église de France. Le curieux motif allie donc un symbole familial à un symbole religieux. Mais cette interprétation n'explique pas la transition du nœud au chiffre. Le cryptogramme conserve une part énigmatique, surtout en raison de sa discrétion. Pourquoi créer un tel motif pour le cacher 32 fois? Petit détail amusant, la croix papale elle-même ramène au chiffre 8, puisqu'elle restitue 2 lettres H. H, la 8e lettre de l'alphabet. On retrouve le cryptogramme en 8 sur des étriers ayant appartenu au roi. Le 8 est également sculpté sur l'épée que François Ier portait à la triste bataille de Pavie. Ce petit symbole devient donc largement intrigant. Il faut bien qu'il y ait une raison à sa répétition. Le trouve-t-on ailleurs? Sur une médaille de la première année du règne, on voit le monarque portant un pendentif évocateur. La triple croix est associée à un S, donc la moitié d'un 8. Cette médaille nous fait découvrir la base du cryptogramme en 8 qui ornera le fête de Chambord des années plus tard. Cela tendrait à indiquer que le cryptogramme fut mis au point rationnellement, d'après un plan calculé. Examinons le plan de Chambord. Le château est entièrement basé sur la symétrie. Un coup d'œil sur le plan permet de le constater. La partie gauche est identique à la partie droite, au moins apparemment. Il existe pourtant une et une seule pièce non symétrique. Il s'agit de l'oratoire royal.
proche de l'appartement de François Ier, posée en quelque sorte à l'extérieur de l'enceinte. Cette pièce ne se retrouve pas sur l'aile gauche. On ne connaît pas la fonction qui était attribuée à cette pièce étrange. On la nomme oratoire par pure convention usuelle. Elle ne comporte pas de cheminée, ce qui la rend impraticable en hiver et indique sa nature théorique et abstraite. Cet oratoire est agrémenté d'une frise où alternent des F et des salamandres. Observons ces deux salamandres. On peut voir une salamandre exhibant sa queue en forme de 8, une autre en forme de S. La chose est remarquable car parmi les 700 salamandres sculptées à Chambord, il n'y a que dans l'oratoire qu'on peut le voir. La salamandre fait 8 ou S uniquement dans la pièce non symétrique. Nous avons donc remarqué la récurrence du chiffre 8. Pour en venir où ? La Renaissance est la renaissance de l'Antiquité. L'Égypte est l'une des premières grandes civilisations. Elle fut l'une des civilisations mères. Le premier égyptologue de l'histoire, Champollion, nous apprend que le nombre 8 est particulièrement consacré à Thoth. Thoth fut appelé Shmoun, qui en égyptien signifie 8. Son équivalent grec était Hermès, dieu alchimiste, dont le nom a donné l'hermétisme, la science des initiés. Selon la légende, c'est Hermès qui apporta sur les bords du Nil les différents arts. Il les révéla aux hommes. Hermès, à qui l'on attribue l'ouvrage La Table d'émeraude, cette énigmatique déclaration ésotérique. Hermès, le seigneur du nombre 8. Dans sa version romaine, le dieu sculpté porte parfois un grand 8 évocateur, symbolisant le caducée. Cet attribut d'Hermès, avant d'être représenté par 2 serpents enroulés, fut d'abord évoqué par une double boucle en forme de 8. On retrouve cet emblème à la Renaissance, comme par exemple à Fontainebleau, qui fut avec Chambord l'une des œuvres majeures du règne de François Ier. L'égyptologie n'existait pas à la Renaissance. C'est l'expédition de Bonaparte qui en lança la mode. Il existe pourtant des créations égyptisantes à l'époque de François Ier. Par exemple, 2 statues égyptiennes encadrent une porte du château de Fontainebleau. Au château de Chenonceau, 2 sphinx se chargent d'accueillir les visiteurs. Le Songe de Polyphile est un ouvrage clé de ce temps. Procédant par énigme, il comporte des hiéroglyphes. Nostradamus, pour sa part, nous a laissé une interprétation des hiéroglyphes d'Orapollo. La Renaissance n'a pas beaucoup parlé de l'Égypte, mais peut-être ne voulait-elle pas dire ce qu'elle savait. Vous l'aurez compris, nous nageons en plein ésotérisme, avec Hermès comme guide, le dieu de l'hermétisme et de l'herméneutique, le dieu du mystère et de l'art de le déchiffrer. Si cet attrait pour l'ésotérisme est discrètement suggéré à Chambord ou Fontainebleau, d'autres édifices sont ouvertement tournés vers les sciences hermétiques. On les appelle demeures alchimiques ou demeures philosophales. Le château de Dampierre-sur-Boutonne en Charente-Maritime, qui fut visité par François Ier, est célèbre pour ses caissons alchimiques, qui ne se dévoilent totalement qu'aux disciples d'Hermès.
Existait-il une science alchimique dont il aurait fallu cacher un aspect, une découverte? L'alchimie se targue de pouvoir changer tout métal en or. Elle manipule les éléments chimiques en vue de l'obtention de la fameuse pierre philosophale. Son vrai but est en fait la sublimation de la nature humaine, une sorte de connaissance absolue. L'attitude de François Ier concernant l'alchimie ne peut manquer de nous intriguer. En 1521, le roi fera interdire des ouvrages jugés non conformes par les théologiens. Si en ces temps de troubles religieux, les textes réformistes sont les principales cibles de cette cabale, curieusement, les traités d'alchimie subiront le même sort. Ces persécutions trouvent un écho dans l'histoire du compagnonnage au XVIe siècle. Une lutte permanente va se développer entre les artisans compagnons et la royauté, qui tentera en vain de les faire disparaître. Pourquoi tenter d'effacer ces disciplines, plus ou moins obscures, de la sphère publique? Peut-être pour s'en réserver le privilège. Voici le plan du donjon de Chambord. À première vue, on peut vraiment dire qu'il est rationnel, cohérent, puisque c'est un grand carré. Chaque coin est cantonné d'une tour, ça fait 4 quartiers équitablement répartis. On circule dans l'édifice avec des grandes salles qui dessinent une croix grecque, et au centre du donjon, vous avez le fameux double escalier de Chambord, 9 mètres de diamètre. Son plan est très certainement dû à Léonard de Vinci. Et pourtant, on va s'apercevoir que ce plan, qui a l'air si logique, si cohérent, ne l'est absolument pas. Il comporte une erreur, un vice de forme très grave du point de vue de sa structure. Il faut parler un peu de symétrie. Et pour cela, je prends des cuillères. Vous voyez, je trace un axe virtuel devant moi, vertical, des cuillères de chaque côté. Elles sont dans une symétrie axiale. Là aussi, là aussi, là aussi. Il est intéressant de se demander si le donjon de Chambord est conforme à la symétrie axiale. Les deux salles qui sont là, vous voyez, sont bien dans le même sens. Si je replie les deux parties l'une contre l'autre, les deux salles vont coïncider. Mais par contre, les deux salles qui sont là, elles ne sont pas dans le même sens. Voilà, et elles ne sont pas dans un rapport de symétrie axiale. On peut donc dire que le château de Chambord, malgré son apparence de perfection logique, eh bien, n'est pas soumis à la symétrie axiale. C'est une surprise, car on aurait pu s'y attendre. Et on peut vraiment se demander pourquoi il en est ainsi. Le deuxième type de symétrie, c'est la symétrie centrale. Pour cela, les cuillères vont être inversées. Et pour montrer ce que c'est, je les place de chaque côté du donjon. La symétrie centrale demande un centre de symétrie. Ça va être le milieu du donjon. Vous voyez que ici, les deux lignes, la ligne ici se passe bien par le centre, alors que cette autre ligne passe encore par le centre. C'est donc un bel exemple de symétrie centrale. Mais le donjon lui-même est-il conforme à ce type de symétrie? Je regarde la salle qui est là. Elle doit répondre à celle qui lui fait face de l'autre côté du grand escalier, c'est-à-dire celle-là. Si je joins deux points similaires dans les deux salles, vous voyez ici, je ne passe pas par le centre. Et si je joins ici, je ne passe toujours pas par le centre de symétrie. Donc le donjon de Chambord n'est pas plus conforme à la symétrie centrale qu'il ne l'était à la symétrie axiale. Il n'est régi par aucun type de symétrie, ce qui est tout à fait étonnant et anormal. D'autant plus que les gens qui ont participé à ce projet, François Ier, Léonard de Vinci, les principaux, les meilleurs maîtres d'œuvre et architectes du royaume de France, vous pensez bien qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Pour les historiens de l'art, il n'y a pas de mystère. Pour eux, le plan aurait dû, au départ, être tout à fait symétrique, mais en cours de construction, les bâtisseurs auraient changé le plan, parce qu'ils étaient confrontés à un problème de circulation d'une aile à l'autre. Je ne partage pas cette hypothèse, disons, pragmatique, parce que je pense que
Les bâtisseurs étaient des gens vraiment qui avaient la tête sur les épaules, ils ont eu des années pour faire tout ça. C'était le plus grand chantier de l'époque. Je pense que le château nous est arrivé exactement comme il le devait, sans aucune erreur. Et c'est à nous de comprendre pourquoi le château est comme cela et pas autrement. Pour cela, je pense à deux manipulations qui vont nous éclairer. La première concerne le quartier sud. Vous voyez, je le décroche et à supposer qu'il soit dessiné sur un papier calque, je le fais pivoter de 180 degrés comme une crêpe, et alors je le réemboîte. Et là, je constate, émerveillé, que la symétrie est rétablie. Là, vous avez une parfaite symétrie axiale. Et là aussi. Le plus beau, c'est qu'il y a également une symétrie centrale. Tout est cohérent dans ce plan. Mais pourtant, nous sommes d'accord qu'il n'a pas été bâti comme cela, puisque le quartier sud a été bâti à l'envers, il a été retourné. D'accord, ce qui sabotait toute la perfection du plan. La deuxième manipulation intéressante concerne le quartier nord. Ce quartier nord, je lui fais faire la même manœuvre que le quartier sud. Et je constate alors qu'il y a la restauration d'une parfaite symétrie centrale. Toutes les salles se répondent 2 à 2 autour du grand escalier. Mais pourtant, le château n'a pas été bâti comme ça, il a été bâti avec le quartier nord à l'envers, ce qui annulait complètement la perfection théorique. Et c'est dommage quand même d'un point de vue logique. C'est d'autant plus surprenant que le grand architecte de la Renaissance, Alberti, qui était aussi un grand cryptologue, le père de la cryptologie moderne, c'est tout dire, un spécialiste du codage, du chiffrage, eh bien, il préconise dans un traité d'architecture l'utilisation du plan à symétrie centrale. Et il préconise aussi d'utiliser en architecture la forme carrée. Donc ça a été appliqué à Chambord, mais ça a été faussé. Ça a été saboté. Bon. Voilà. La réponse tient dans cet axe, cette ligne, vous voyez, que je pose sur l'axe nord-sud du donjon. Il passe par les 2 quartiers que nous venons de retourner. Et le pivotement de chacun de ces 2 quartiers permettait de restaurer la parfaite logique du plan. En d'autres termes, le plan a été bâti d'une façon imparfaite, avec une erreur, pour nous suggérer ces retournements et pour nous suggérer cette ligne nord-sud. On va s'apercevoir dans la suite de l'étude à quel point cette ligne est importante. Essayons de trouver d'autres singularités ou anomalies. Au 2e étage, retrouvons nos salles en croix qui sont ornées de magnifiques plafonds où alternent F et salamandre. Sur plus de 150 F classiques, on découvre un F à l'envers, retourné. Doit-on parler de négligence de la part des bâtisseurs, d'une erreur? L'une des explications communément admises serait que ce F ait été monté à l'envers afin d'en faire profiter les cieux, c'est-à-dire Dieu. Vu du dessus, ce F retrouve en effet sa forme naturelle. Hypothèse séduisante au premier abord, mais revenons un instant vers le grand escalier. Nous constatons qu'ici, tous les F sont à l'envers. L'hypothèse de la négligence ne tient évidemment plus. Quant à la théorie officielle, que ses défenseurs se posent la question suivante. Si le F inversé des salles en croix s'adresse à Dieu, qu'en est-il des F inversés du grand escalier? Didier propose une autre explication, d'ordre mathématique à un tel agencement. Regardons la position du F retourné dans son plafond propre, parmi les 80 caissons. À partir des bords du plafond, sur son damier, il faut compter 3, 4 ou 5 cases pour atteindre ce F. Cela rappelle le triangle de Pythagore. Grâce à lui, Pythagore avait découvert une importante loi géométrique. 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré, applicable à tous les triangles rectangles. Or, le château de Chambord est circonscrit dans un grand rectangle théorique de 156 mètres sur 117, soit 4 tiers. Chambord est donc inclus dans un ensemble de 2 triangles de Pythagore, emboîtés l'un dans l'autre. Mais nous avons laissé de côté nos F inversés de l'escalier central. Comment peut-on expliquer leur présence? On se souvient de la dissymétrie des quartiers nord et sud du donjon, mise en évidence par Didier, leurs basculements respectifs permettant d'obtenir une parfaite symétrie. Restons dans cette idée de retournement.
Utilisons l'axe de symétrie nord-sud qui passe par le grand escalier et ses F inversés. Utilisons-le comme axe de pivotement en remettant l'F inversé des salles cruciformes à l'endroit. Osons considérer l'hypothèse que la bascule du F sert à indiquer une direction, car que trouvons-nous au nord-est, à quelques 130 km? L'autre bâtisse royale, le château de Fontainebleau. C'est une piste qui mérite d'être approfondie, car elle implique l'usage d'une forme de cryptage ou chiffrage. Les faits tendent à nous donner raison, car les premières manifestations évidentes de la cryptologie en France remontent à François Ier. Le secrétaire chiffreur du roi était Philibert Babou, sieur de la Bourdaissière. Il était spécialisé dans le décryptage des courriers interceptés, quelle que fût leur langue. Or, François Ier donna les pleins pouvoirs à Philibert Babou pour la construction de tous ces châteaux, particulièrement Chambord et Fontainebleau. Au vu de certains éléments qui se recoupent, la direction nord-est semble importante. Elle est celle de l'oratoire royal, la salle hors norme du château. Le roi avait son appartement, son logis, dans l'aile nord-est, près de l'oratoire. On pense à une présence symbolique du roi dans un dispositif secret. D'autant plus que le nord-est est aussi la direction indiquée par le retournement du F inversé qui pointe vers le château de Fontainebleau à 2,5 degrés près. Le château de Fontainebleau doit son apparence actuelle à François Ier. C'est lui qui choisit ce vieux palais royal pour en faire sa demeure permanente. Il met alors en œuvre un agrandissement conséquent des bâtiments. Nombre de rois de France continuèrent après lui à résider à Fontainebleau. Napoléon en parlait comme de la maison des siècles, la demeure des rois. Le château de Fontainebleau est assurément un lieu majeur de l'histoire de France. Il a accueilli 34 souverains, de Louis VI le Gros à Napoléon III. Chambord et Fontainebleau sont les deux principaux palais de François Ier. Si Chambord est le plus grand des châteaux Renaissance, Fontainebleau est le lieu de résidence permanent du roi. Toutes les salamandres des façades de Fontainebleau ont leur queue nouée en 8. Nous pouvons y voir un clin d'œil de l'oratoire de Chambord. Elles rappellent en effet les salamandres avec leur queue en 8 ou en S. Voici un emblème de François Ier. On voit des F bourgeonnants. Ils sont dupliqués à l'envers, symétriquement. C'est-à-dire qu'il s'agit de sculptures montrant un F et un F retourné. Ces doubles F rappellent la triple croix de Chambord, les F retournés de l'escalier central et permet de conforter le lien entre les deux châteaux. Restons dans les symboles.
nous avons vu que le cryptogramme en 8 de Chambord trouve probablement son origine dans la lettre S. S, la moitié d'un 8. En parcourant le jardin de Diane à Fontainebleau, nous constatons que la façade de la galerie est ornée de 4 statues. Une femme grecque semble dissimuler un objet de sa main gauche. En fait, elle tient dans la main droite l'agrafe de son péplum, de son vêtement. Cette agrafe a la forme d'un S. Elle le cache de son autre main et regarde justement en direction de Chambord. Imitons-la, car en prenant notre carte, nous remarquons une étrange coïncidence. Entre Chambord et Fontainebleau, on trouve un ruisseau de l'Esse. Il est dans l'axe qui joint les deux châteaux. Cela tombe bien, un nesseux était à l'époque un cours d'eau et un ness était synonyme d'agrafe. Nous pouvons donc imaginer que le sculpteur connaissait peut-être la relation Fontainebleau, ruisseau de l'Esse, Chambord. On pourrait penser que la demoiselle est en plein striptease, s'apprêtant à tomber le péplum, mais là le décodage serait audacieux. Nous devrions d'ailleurs nous garder des plaisanteries scabreuses, de peur qu'elle ne retourne contre nous le poignard posé à ses pieds. Cette arme est exactement orientée vers le château de Chambord. Notons cependant que la statue date du XIXe siècle. On ne peut donc pas l'attribuer aux artisans de la Renaissance. Serait-ce une fausse piste ? Peut-être pas. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans notre deuxième chapitre. À quelques mètres de là, une autre jeune femme s'apprête à décocher une flèche. C'est Diane Artémis, déesse de la chasse. La statue en question prête d'abord à sourire. Au pied de Diane, 4 chiens se soulagent la vessie sans réelle pudeur. Cette mise en scène permet d'attirer l'attention et de satisfaire l'intérêt du profane. Mais regardons notre Diane de plus près. On a l'impression que Diane tient un jeune cerf par les bois. Illusion. Quel pourrait être cet objet ? Suggère-t-il un arc ? Un coffret pour conserver les embouts des flèches ? Peut-être. Didier est plutôt partisan d'y voir une pierre à affûter. Expliquons-nous. Diane Artémis va sortir une flèche de son carquois, de la main droite. Elle ne pourra la décocher, elle n'a pas d'arc. Elle va donc en aiguiser la pointe avec la pierre à affûter. Certains seraient tentés d'y voir une évocation de la fameuse pierre philosophale, quête des alchimistes. Mais ne tirons pas de conclusions trop hâtives. Contentons-nous d'observer avec quel soin les artistes détournent l'attention par des trompe-l'œil, des effets visuels, un art de la dissimulation qui masque probablement un message beaucoup plus subtil. Achevons notre visite du château de Fontainebleau par la galerie François Ier, où s'illustrèrent les maîtres italiens Le Primatis et Rosso. Ce dernier est notamment l'auteur de ce tableau dans lequel François Ier est étrangement représenté par un éléphant. La galerie est un couloir de 65 mètres de long d'une richesse incomparable, dont il serait trop long de décoder tous les mystères. On remarquera cependant dans la décoration des dizaines de salamandres, l'emblème du roi. Elles sont représentées de profil, de façon classique, sauf 2 spécimens qui se démarquent. Ces 2-là sont figurés différemment, en vue verticale. Étrange, que nous réserve donc cette anomalie ? Cela donne envie de regarder la galerie du même point de vue, en vue verticale. Notre intuition est récompensée. En traçant une ligne joignant les 2 salamandres, l'axe nord-est-sud-ouest indique la direction de Chambord. Si les quelques indices recueillis ici ou là s'avèrent intéressants, nous restons encore frustrés par nos découvertes, pas totalement convaincus par l'existence d'un lien secret entre les 2 châteaux. Ne nous décourageons pas. Peut-être que Fontainebleau n'est qu'un point de passage, une étape dans un dispositif plus large. Suivons la piste de nos 2 salamandres, reprenons notre carte et continuons notre périple vers le nord-est. La recherche s'avère fructueuse. Dans le prolongement de l'axe déterminé par les châteaux de Chambord et Fontainebleau, nous arrivons sur la ville de Reims.
on remarque facilement une disposition de Chambord pouvant indiquer Reims. À quelques degrés près, le château de Chambord est orienté en direction de cette ville, c'est-à-dire que la façade principale se prolonge vers Reims. Les toits du château de Chambord comportent des fleurs de lys, emblématiques de la royauté française. Du côté de Reims, on dénombre plusieurs dizaines de lys. De l'autre côté, on n'en compte qu'un seul. Curieuse entorse à la symétrie, permettant d'indiquer la ville du Sacre, car c'est bien à Reims que les rois venaient se faire couronner. Ville royale par excellence, 25 rois y seront sacrés en sa cathédrale Notre-Dame, dont bien sûr François Ier. On remarque à Chambord une étrange lucarne portant les lettres FRF, interprétées habituellement par François, roi de France. Il est également possible de lire Fontainebleau, Reims, d'autant plus que cette inscription est du bon côté, vers Reims. Rappelez-vous, en étudiant les axes de symétrie régissant le donjon de Chambord, nous avons cité le grand Alberti et son traité d'architecture, préconisant l'utilisation de la forme carrée. Les historiens classiques reconnaissent eux-mêmes que le donjon de Chambord a été conçu sur la base d'un carré de 5 cases de côté, soit 25 cases en tout. Didier propose une explication, audacieuse mais cohérente, au choix du carré de base 5. Polybe, un écrivain grec du IIe siècle avant Jésus-Christ, semble être à l'origine du premier procédé de chiffrement par substitution. C'est un système basé sur un carré de 25 cases. Chaque lettre peut être représentée par ses deux coordonnées, celle de la ligne et celle de la colonne. Par exemple, A égale 11, S égale 43, etc. Remarquons le I et le J qui occupent la même case. Ces deux lettres étaient souvent confondues à la Renaissance. On se souvient que la symétrie du donjon est rétablie par deux retournements, des quartiers nord ou sud, sur la diagonale nord-sud du grand carré. Les lettres distribuées sur cette diagonale forment le mot Reims, parfois écrit Reims avec un N au Moyen-Âge. Ainsi, le plan de Chambord suggère secrètement la ville de Reims. Autre indice, la lettre C, initiale de Chambord, est sur la case qui correspond au F retourné dans le plan du château. Voilà pourquoi le donjon est une grille de 25 cases, pour indiquer l'alignement avec Fontainebleau et Reims en passant par Polybe. La lettre C, dans le carré de Polybe, correspond au nombre 13. On va retrouver ce nombre dans le carré magique de 5. Les carrés magiques étaient connus à l'époque de François Ier. Le mage Cornelius Agrippa et le médecin Paracelse le mentionnent dans leurs écrits. L'époque semble avoir été assez portée sur les carrés magiques, car l'artiste allemand Dürer, qui était aussi mathématicien, s'y intéressa également. Le principe est simple, on pose les 25 premiers nombres dans les 25 cases dans un ordre précis. Alors, les sommes de n'importe quelle ligne, colonne ou diagonale égale 65. 65, la constante magique. Le nombre 13 est au milieu, là où trône le fameux escalier central. Au milieu du mot 13, on trouve Reis, qui est une forme acceptable pour l'époque du mot Reims. On peut en effet trouver différentes orthographes pour désigner la ville du Sacre, comme nous le montre cette tapisserie du XVIe siècle. On pourra peut-être penser que les résultats obtenus semblent tirés par les cheveux. Ces jeux de mots et de lettres semblent presque anachroniques par rapport à l'image que nous nous représentons du XVIe siècle. Bien au contraire, ces jeux de mots, cet art du codage ou du chiffrage, s'accordent parfaitement avec l'esprit de l'époque. Expliquons-nous. La Renaissance a vu la création d'une Kabbale chrétienne. De quoi s'agit-il ? À l'origine, la Kabbale est une branche de la mystique juive. Il s'agit de spéculer sur les mots de la Torah pour en faire jaillir les sens cachés. François Ier arriva au pouvoir précisément dans le mouvement de rénovation des études hébraïques. Ainsi, les illustrations et les manuscrits de l'époque regorgent de procédés stylistiques comme les anagrammes, les calembours, la numérologie, les hiéroglyphes. Cette fascination pour les sciences occultes
se retrouve chez de nombreux personnages de l'entourage du roi, et même jusque dans la personnalité de François Ier. Citons les grands kabbalistes de l'époque que sont Guillaume Postel et Jean Thénault, l'un des éducateurs du jeune François de Valois. Cornelius Agrippa, magicien, astrologue et alchimiste, était un proche de Louise de Savoie, la mère de François Ier. N'oublions pas bien sûr Léonard de Vinci, grand ami du roi, adepte des calembours, rébus et autres devinettes. Toutes ces personnalités auraient pu participer à l'élaboration des multiples codages que nous rencontrons depuis le début de nos recherches, à cette cabale architecturale. Revenons à notre chef-d'œuvre de l'art gothique. La cathédrale Notre-Dame est-elle le but ultime de notre voyage ? Va-t-elle nous révéler le grand secret de François Ier ? En faisant le tour de l'édifice, nous ne pouvons être que subjugués par sa grandeur et son raffinement. Tant de rois l'ayant admiré avant nous, la charge historique du lieu est énorme, plongeant l'observateur dans une rêverie quelque peu étourdissante. Oui, seulement voilà, ce joyau éclatant est presque trop brillant. Son défaut, si l'on peut dire, est d'être justement la cible idéale pour toutes sortes de recherches, historiques et archéologiques. Cela ne colle pas avec l'état d'esprit des bâtisseurs codeurs. Rappelez-vous la statue de Diane Artémise de Fontainebleau, l'art avec lequel ces artistes détournent l'attention par des effets visuels. Ainsi, la cathédrale Notre-Dame, bien qu'elle suscite un intérêt immense, n'est probablement pas l'édifice visé par les codeurs de la Renaissance, par les bâtisseurs de Chambord. Il nous faut peut-être porter le regard vers un autre monument, plus discret. Et bien justement, Reims abrite un autre haut lieu de la chrétienté. Il s'agit de la basilique Saint-Remy, construite aux alentours de l'an 1000. Moins connue que la cathédrale, elle est cependant d'une importance certaine dans notre histoire, car elle est rattachée aux fondations mêmes de la royauté française. Y aurait-il un quelconque indice qui permettrait de relier Chambord et Fontainebleau à la basilique Saint-Remy ? Nous lisons, dans une brochure de Gustave Crousevier, que les flèches de Saint-Remy s'élèvent à 56 mètres. À Chambord, le point le plus haut est marqué par une immense fleur de lys qui culmine à 56 mètres. La révélation qui va suivre risque d'ébranler notre vision étroite d'une époque que l'on croyait connaître. En reliant le château de Chambord à la basilique Saint-Remy de Reims, nous obtenons un résultat étonnant, presque surnaturel. Les trois édifices sont alignés avec une précision extraordinaire. Le château de Fontainebleau
n'est que 300 mètres à côté de sa position idéale sur l'axe, sur une longueur de 259 km. Avons-nous commencé à percer les secrets des codeurs de la Renaissance ? C'est probable, car l'alignement des châteaux royaux avec la basilique de Reims n'est en fait que le prémisse d'un vaste projet, d'un réseau de révélations qui vont nous mener de surprise en surprise. Quel est le secret de François Ier ? La réponse est ici, à la vue de tous, sur la pierre immuable de ces châteaux, façonnés par des hommes qui détenaient un art tombé aujourd'hui dans l'oubli.